Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale et on vous amène même ce soir en vacances, un air de vacances, ça sera avec Emmanuel Monod et on a choisi ce soir ce fleuve qui part de l'Espagne jusqu'au Portugal, c'est le Douro. Célia, à voir, à faire, vous découvrirez les programmes du week-end avec le maître des saveurs. Et dans l'actualité, on recevra Ellie Anderson, alias Thierry Serfati, originaire de Strasbourg, auteur de romans fantastiques. C'est ce Mila Hunt qu'on détaillera dans quelques instants. Avant cela, c'est l'actualité régionale, le JT Marine Zis. Bonsoir à tous. Dans l'actualité alsacienne ce soir, une école sur 3 est bilingue dans l'Académie de Strasbourg. L'ambassadeur d'Allemagne en France était en visite hier dans l'une d'entre elles. L'hiver est synonyme de repos végétatif pour la vigne, mais pendant cette période, pas de répit pour les vignerons. La taille bat son plein dans les vignes alsaciennes. Comment sont conçus les rochers Suchard et les bonbons Carambar? Des collégiens ont eu le privilège de visiter l'usine de fabrication à Strasbourg. Mais pour commencer, des œuvres d'art sont parfois dérobées pour leur grande valeur. Ce matin, c'est le portrait du président Emmanuel Macron qui a été retiré de la mairie de Wittelsheim par des militants écologistes. Un geste symbolique accompagné d'une banderole « Climat, justice, sociale, où est Macron ?» Des actions similaires ont déjà eu lieu dans d'autres villes, comme à Paris ou à Biarritz. Les militants d'Action non violente COP21 dénoncent la politique du gouvernement en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Et Wittelsheim n'a pas été choisi au hasard par ce mouvement écolo. C'est ici que se situe Stockamine, le site d'enfouissement de déchets ultime. Un rassemblement contre le stockage de ces déchets est d'ailleurs prévu demain, place de la Réunion à Mulhouse. 1171, c'est le nombre de classes bilingues dans l'Académie de Strasbourg. Suite au traité d'Aix-la-Chapelle, la France et l'Allemagne souhaitent coopérer davantage, notamment en matière de collaboration transfrontalière et de bilinguisme. C'est dans ce contexte que l'ambassadeur d'Allemagne en France a rendu visite hier à 2 classes bilingues en Alsace. Aline Piron l'a suivie à l'école élémentaire de la Nidero, dans le quartier de la Robertso, à Strasbourg. Dans la classe de Madame Kahn à l'école primaire Nidero, parler allemand et surtout apprendre et réfléchir en allemand, c'est tout naturel. Bérénice et ses camarades de CM1 font partie des 17% d'élèves alsaciens de la petite section au CM2 à suivre un enseignement bilingue. Les 24 heures de cours hebdomadaires sont donc dispensées pour moitié en français et en allemand. Afin de motiver les troupes, on apprend en chantant. In der Hi-Hi-Ha-Ha Hexenschule, da kommt es auf die Hexensprüche an. In der Hi-Hi-Ha-Ha Hexenschule, da lernst du, wie man hexen kann. Côté matière, pas de changement, les élèves suivent le même programme. Ich lerne Mathe, Géométrie, Vocabulaire. Ich habe ein vierblättiges Kleeblatt gemahlen. Des dessins et scénettes que les élèves ont montrés à Nikolaus Meyer-Landrut. C'est dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle que l'ambassadeur allemand s'est rendu dans 2 établissements proposant l'enseignement bilingue. Ça faisait très plaisir de les voir, de voir la joie avec laquelle ils s'exprimaient en allemand, dans la manière comment ils apprenaient ces expressions et ces mots. Donc je pense que c'est effectivement très important de commencer par les jeunes, là où c'est encore un plaisir d'apprendre une langue. Ça, c'est une base qu'on n'oublie jamais après. La rectrice a aussi pu constater le bon niveau de ses élèves. C'est un enjeu pour entretenir cette culture, pour une rencontre interculturelle, pour faire vivre aussi l'amitié franco-allemande, pour se rendre compte qu'apprendre une autre langue et dans une autre langue, en allemand, finalement, ça n'est pas du tout un handicap. Au contraire, ça peut être
un atout pour les apprentissages et toute la scolarité de nos élèves. Le dispositif s'étend de la maternelle au bac, avec la possibilité de passer l'Abibac en filière générale et l'Atsubibac pour les pros. Un projet de lycée professionnel franco-allemand est en cours d'étude. Il viendrait donc renforcer l'offre bilingue dans l'académie. Mais ce qui intéresse surtout Bérénice, Lina et Manon, c'est la rencontre avec leur correspondant de Kehl dans quelques mois. Que fait le vigneron en hiver? Son quotidien est moins chargé par rapport à la période des vendanges, mais pas de quoi se tourner les pouces pour autant. Depuis le mois de novembre, les viticulteurs s'affairent à la taille hivernale de la vigne, un passage obligé qu'il faut savoir faire à point nommé. Cécile Motz. Quand vient le froid, la vigne est au repos, mais pas les vignerons. À Marlenheim-les-Fritsch, père et fils taillent leur vigne à coups de sécateur. C'est une taille de formation qu'on est en train de faire, c'est-à-dire pour que le pied reste bien bas. Ne pas couper trop tôt ou trop tard, c'est important pour ne pas épuiser la vigne. Mais alors, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Il faut mettre un petit peu moins de bois, c'est-à-dire on va enlever et couper pas mal de bois qui sera inutile pour l'année prochaine. Si on laisserait tout, on aurait trop de raisins et ce ne serait pas qualitatif. Donc c'est pour limiter aussi et pour la qualité de la prochaine récolte. Sur l'exploitation familiale, voilà au moins 4 générations que les Fritsch partagent cette passion pour la vigne. Ils possèdent en tout 8 hectares, principalement des pieds de pinot noir. Aujourd'hui à mi-chemin de la taille hivernale, le travail ne s'arrête pas là. La prochaine étape, réaliser les arcures. En fait, on pratique une taille qui s'appelle le guyot double, et parce qu'on a des vignes quand même assez vigoureuses dans la moyenne en Alsace. Donc il y aura ces 2 baguettes, on va arquer par la suite. La sève va toujours aller vers le haut, donc si on laisse faire, si on les arque pas, ce seront les bourgeons du haut qui vont le plus se développer. La vigne va prendre de l'emprise, et donc le fait de la recourber, on va répartir le flux de sève en fait sur toute la baguette, sur toute l'arcure, et donc tout va se développer à peu près pareil. Après la taille et les arcures, les vignes seront à nouveau inspectées et les dernières retouches effectuées. Donc dès qu'on aura fini les arcures, en fait, on va faire en sorte qu'il ne reste qu'un seul bourgeon en dessous du dernier fil. Donc on va passer avec le sécateur et on va tout couper à ce niveau-là. La crainte des vignerons, une période de gelée. En effet, après ces quelques jours de beau temps, les cultures en ressortiraient affaiblies. Mais aujourd'hui, ces amoureux de la vigne espèrent une seule chose, que la pluie permette de refaire les réserves d'eau. Des élèves sortent en boîte pour apprendre. C'est le concept proposé par la CCI Alsace, inspiré par un dispositif similaire déjà en place en Allemagne. Au programme, pas de musique forte ni de bar, mais des visites d'entreprises locales. Hier, une quinzaine de collégiens ont pu découvrir le site de production de l'ancienne usine Suchard de Strasbourg, devenue Carambar & Co. Cécile Motz. Comment sont réalisés les célèbres rochers Suchard? C'est avec gourmandise et enthousiasme que 15 élèves du collège Louise Weiss ont pu découvrir ce secret. Accompagnés de leurs professeurs et encadrants, les collégiens sont entrés le temps d'une après-midi dans le monde de l'entreprise. Quand je passais devant, je me demandais tout le temps ce qu'il y avait à l'intérieur, que je voulais voir et voilà. Et aujourd'hui, j'ai tout vu en fait. J'aimerais bien quand même faire un stage ici ou travailler quelques jours, je trouve ça super bien. Ça sort de la zone de confort, on visite quelque chose où il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, on est avec des machines, on voit des choses qu'on ne verrait pas forcément si on reste chez nous. Ils nous montrent comment on va travailler plus tard, comment c'est quand on sera plus grand. Cela fait 5 ans que le collège Louise Weiss emmène ses élèves faire de telles visites. Toutes les classes de 4e pourront désormais découvrir l'industrie en petits groupes, une façon d'ouvrir leurs yeux sur d'autres mondes et d'élargir leurs perspectives. Cela permet aux élèves de découvrir ce monde de l'industrie qui leur est méconnu, de participer en visitant à connaître des lignes de production, à mettre des mots justes sur des métiers, sur des techniques et donc à découvrir le monde de l'entreprise et à participer ainsi au parcours à venir. L'avantage aussi, c'est qu'ils rencontrent des jeunes gens puisqu'il y a beaucoup de jeunes employés, apprentis dans cette entreprise qui leur permet de parler de leur parcours, de savoir comment on arrive à tel et tel poste et qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour y arriver. Ce type d'expérience devrait se multiplier grâce à la signature hier de la convention. Les classes sortent en boîte, une initiative portée par la CCI Alsace pour une bonne raison.
C'est le problème qu'on a aussi dans notre pays, c'est qu'on a encore une image de l'usine de 1930. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de gens qui tournent des tournevis, qui utilisent des tournevis. Aujourd'hui, on a besoin d'informaticiens, on a besoin de gestionnaires de lignes, mais on a une multitude de métiers. Et nos usines, ce sont des vraies structures vivantes, dynamiques et avec des beaux métiers. Et signer une convention avec une entreprise, c'est avoir une entreprise qui s'engage à faire découvrir ces métiers, à faire découvrir les compétences dont on a besoin dans les entreprises, afin de favoriser justement l'envie des jeunes d'aller vers des métiers. Et valoriser les métiers de l'industrie agroalimentaire, accueillir de plus en plus de jeunes, qu'ils soient stagiaires, apprentis ou encore salariés, c'est justement un des axes de la politique de l'usine Caron-Barrenco. C'est très important pour nous d'être un acteur du territoire, un acteur économique, mais pas seulement, un acteur social et aussi un acteur environnemental. Et donc dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on a vraiment dynamisé les actions qu'on fait en faveur notamment des jeunes. Plus on leur offre l'opportunité de voir concrètement ce que c'est qu'une entreprise, à quoi ça ressemble, les métiers qui existent, plus on les aide à mûrir ce projet et à le construire. En ouvrant nos portes, c'est une manière en fait de multiplier ces occasions, de parler de l'entreprise, de parler de l'industrie. Cette convention collège-entreprise est la 28e signée par la CCI. De nouvelles vont bientôt voir le jour, une manière de rapprocher ces mondes et pourquoi pas de susciter des vocations. En sport, du football d'abord, J-30 avant la finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp. Le Racing a mis en vente hier soir les billets réservés aux abonnés. Les 7000 places ont trouvé preneur en quelques heures. Et avant cela, place au championnat, les Strasbourgeois se déplacent à Nice ce dimanche. En volley, les filles de l'ASPTT Mulhouse accueillent le Final Four de la Coupe de France. Elles affrontent Nantes en demi-finale et soulèveront peut-être pour la première fois de leur histoire le trophée si elles remportent la finale dimanche. Et avis aux supporters du Racing déçus de ne pas avoir eu leur billet, les restes des places pour ce week-end au Palais des Sports de Mulhouse. Et on termine ce JT avec une photo, c'est l'image du jour d'Oliviane. Amateurs de vieilles voitures, les inscriptions sont ouvertes. Le 3e Vosges Rally Festival se déroulera du 22 au 24 août prochain au départ de Molsheim. Ce rallye original est ouvert aux voitures originales ou répliques de plus de 30 ans ayant participé et été actrices de l'histoire du rallye international. Les organisateurs vont sélectionner les équipages en fonction du véhicule proposé et son aspect est primordial. Il doit être en tout point semblable à la voiture d'époque. Une aubaine pour les vendeurs de vieux stickers. Voilà pour l'actualité. Merci beaucoup Marine. Bon week-end. On accueille le plateau Alsace 20. Célia, venez nous rejoindre sur ce plateau avec Thierry Serfati, écrivain, alias Ellie Anderson. On va en parler. Prenez place, soyez les bienvenus. C'est Mila Hunt, nouveau roman d'une œuvre qui en comporte une vingtaine et on en parle juste après la météo. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Que va-t-il se passer en ce samedi? Regardons, ce sera assez mitigé. Quelques petites averses près de Saverne, un temps très nuageux pour le reste du Bas-Rhin ainsi qu'à Mulhouse et des éclaircies près de Colmar ou aux frontières rhénanes. Côté température, eh bien il fera 3 degrés à Colmar, 4 degrés à Strasbourg et aux frontières rhénanes, 5 degrés du côté de Mulhouse et 6 degrés, ce sera la maximale dans le nord du Bas-Rhin. Votre après-midi, eh bien, retour de quelques averses, notamment dans le Bas-Rhin, chez nos voisins allemands. Quelques petites éclaircies, mais surtout beaucoup de nuages pour le Haut-Rhin et du côté de Bâle. Les valeurs pour votre après-midi, eh bien 9 degrés, ce sera la minimale à Saverne, 12 degrés sur le reste de l'Alsace ainsi que chez nos voisins allemands et 13 degrés, ce sera la maximale du côté de Pratteln. Votre journée de dimanche, eh bien nuageux avec quelques petites éclaircies et il fera jusqu'à 14 degrés en Alsace et 15 degrés dans la région du Bade-Württemberg. En ce samedi, eh bien, nous célébrons les Charles. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 7h09 pour nous dire au revoir à 18h13. Je vous souhaite un excellent moment à tous sur Alsace 20 et je vous dis à la semaine prochaine. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg.
Il est médecin de formation, écrivain par passion. Il s'appelle Thierry Serfati et il est originaire de Strasbourg. Comment allez-vous ? Dans ma ville d'origine et Alsace 20. Comment ça pourrait aller mal ? Voilà, on a fait une émission ensemble, c'était le 24 février 2000. Il y a 18 ans, c'était votre premier roman qui s'appelait Le sang des sirènes. Voilà, et aujourd'hui c'est Mila Hunt. Vous imaginez le grand écart. Entre-temps, il y en a une vingtaine. Alors regardez bien, parce qu'il n'y a pas marqué Thierry Serfati, il y a marqué Ellie Anderson. C'est qui Ellie Anderson ? Alors c'est le pendant de Thierry Serfati. Mais si j'avais continué à écrire des livres jeunesse ou jeunes adultes avec mon nom de médecin meurtrier des premiers romans, je pense que j'en aurais effrayé un peu. Alors on a changé. Mais voilà, donc j'écris toujours et j'écris des livres pour les grands ados, pour les plus jeunes. Et c'est du livre fantastique, c'est du thriller, c'est ce qui me correspond pas mal. Alors on verra avec ça bien que le médecin est toujours quand même quelque part un petit peu dans... Exactement, c'est exactement ça. Voilà, alors c'est un roman fantastique, je vais un peu le pitcher. Elle s'appelle Mila, elle a 17 ans et elle vit au centre. Le centre, c'est un espèce d'univers un petit peu particulier, c'est en face de la périphérie. Il y a donc deux territoires, la périphérie, un territoire secret qui est sans contrôle. Et Mila, elle a surtout un secret très particulier, c'est qu'elle lit dans les pensées. Elle a même un don d'imposer sa volonté aux autres. Un soir, elle va dans un bar, un homme demande à lui parler, ils sortent dehors et l'homme s'effondre mort. La police arrive, elle est embarquée, il la kidnappe, il la drogue et lorsqu'elle se réveille, elle est dans un service de renseignement spécialisé en intelligence artificielle. C'est ça. Et c'est là que tout commence. Et ça commence plutôt mal pour elle. Comment est-ce qu'on imagine un roman comme ça pour la jeunesse ? Moi, j'ai toujours été fasciné déjà par le cerveau. Donc, c'est quelque chose que j'ai exploré dans le thriller pour les adultes. En tant que médecin, bon, je n'ai pas exploré dans le cerveau de mes patients, ça aurait été plus problématique. Mais j'adore, je trouve ça fascinant. Je trouve que on doit en connaître un millième peut-être. Et donc, j'avais très envie aussi de me questionner sur ce qu'on appelle le paranormal, le fantastique. Peut-être qu'on l'étiquette paranormal parce qu'en réalité, on n'en connaît pas encore assez. Et j'avais envie du coup de travailler là-dessus et aussi sur une autre facette des choses qui me fascinent. Justement, là, vous en avez dit un peu plus. On comprend justement dans le roman qu'elle a été enlevée pour justement ses performances exceptionnelles et sa mémoire. C'est bien ça. C'est pour son pouvoir extraordinaire qui est de manipuler la volonté de tous ceux qui l'entourent. Il suffit d'un regard, elle se catapulte dans le cerveau des autres. Et elle peut le faire. C'est un petit peu, je crois que c'est un rêve qu'on a. Hein. Ouais. On a tous envie, hein. Voilà. On rêve de ça. Voilà, effectivement, c'est dans le roman. Elle arrive à avoir la main sur la conscience de l'autre. Elle y arrive même, puisqu'elle va pousser quelqu'un à un suicide. Ah oui, voilà. C'est sa première mission. Quand même sympathique pour démarrer. Voilà, c'est ça, c'est une officine de renseignement et on lui dit qu'il faut qu'elle aille dans une espèce d'endroit qui est-ce une démocratie, est-ce une dictature ? On pense plutôt qu'elle est côté dictature et qu'elle va aller dans une démocratie puisque cette démocratie c'est liberté, justice, respect. Donc on pourrait se dire que tout va bien. Et cet univers, en fait, il n'y a plus le clivage parents, enfants, adultes, ados. C'est tout le monde à voix au chapitre. C'est ça, c'est quelque chose aussi qui m'interpelle beaucoup. Je trouve qu'on a trop tendance, et longtemps, alors peut-être que c'est des réminiscences de mon adolescence, mais je trouve qu'on ne valorise pas assez les ados, leur créativité. On a toujours cette petite phrase qu'on a tous entendue. Hein. Écoute, fais-moi confiance, moi je sais, laisse. Et tu verras plus tard. Et j'avais envie d'un moment où il n'y aurait pas de tu verras plus tard, c'est tout de suite, maintenant, avec chacun avec ses capacités, chacun avec ses compétences, avec ses talents. Et je pense qu'il y en a beaucoup chez les ados. Et donc c'est ce monde de rêve, pratiquement, ce monde idéal, où on aurait tous voulu évoluer quand on était ado, où Mila va être catapultée, mais on va lui demander une chose terrible. Voilà, on va lui dire, il faut éliminer les responsables de cette zone-là, parce que nous, au centre, on n'en veut pas, et c'est devenu une zone de non-droit. Je veux qu'on revienne sur cette Mila, effectivement, qui lit dans les pensées des autres, en tout cas qui peut imposer certaines choses. C'est ce qu'on voit très souvent en télévision, d'ailleurs c'est les mentalistes. Pour préparer ce roman, le médecin que vous êtes a approché des mentalistes, a regardé un petit peu les mécanismes de cette possession de pensée. Alors, je l'ai fait de manière plus scientifique, hein, on ne va pas renier quand même ce qu'on est. Donc moi j'ai exploré tout ce qu'on peut faire au niveau du cerveau, au niveau des portes d'entrée, ce que j'appelle moi les portes d'entrée du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui nous échappe, mais il y a une partie fascinante qui est le sommeil. Et dans une des phases du sommeil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une phase extraordinaire qui s'appelle le sommeil paradoxal, où on ingurgite énormément de choses, on imprime des tas de connaissances, et il y a des moyens d'entrer dans cette zone-là. Et à partir de là, je me suis dit, tiens,
Allez, on va exploiter cette capacité à entrer dans le cerveau de l'autre et se dire comment on peut faire. C'est ça un peu l'intérêt du roman, c'est de se dire on prend ce qui existe, on va fouiller, on gratte encore un peu, on contorsionne et puis on y va. Ouais, voilà. Finalement, la médecine et toutes ces capacités du cerveau reviennent à... C'est le médecin qui crée, d'accord. Finalement, ça ne vous quitte pas. Au début, ça faisait peur. Hein. C'est-à-dire que j'ai des activités inversement proportionnelles. Moi, on me fait confiance en médecine et plus on me lit. Alors, sans dévoiler évidemment le roman, un petit mot sur celles et ceux qui ont la vraie transmission de pensée, ce sont les jumeaux. La gémellité apporte cette chose-là. C'est quelque chose qu'on va retrouver à un moment ou à un autre dans le roman. Voilà, alors nous on connaît la gémellité, on sait toutes les similitudes qu'il peut y avoir et les rapprochements, les affinités, vraiment il y a les connivences entre beaucoup de jumeaux. J'avais envie que ça se passe aussi au niveau cérébral, qu'on se dise, tiens, il y a eu quelque chose, mais ces jumeaux sont capables de communiquer entre eux. Alors, pas déflorer non plus les choses, mais c'était intéressant de se pencher un petit peu là-dessus, sur jusqu'à quel point des jumeaux peuvent être similaires. Voilà, et les rôles très compliqués, mais ils n'existent quasiment pas, c'est les parents. Hein. La mère, elle est effacée, le père, industriel, qui a un chauffeur qui se déplace en jet, très peu de force et très peu d'intérêt pour Mila, sa fille, quoi. C'est vrai, elle a mais quelque chose qui pourrait être vécu par plein d'ados qui se sentent toujours un petit peu rejetés, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi. On va le comprendre plus tard. Il y a toute une histoire et elle a un passé particulier qu'elle va découvrir alors qu'on ne lui avait jamais rien dit et qui peut expliquer aussi cette situation. Mais c'est vrai qu'elle part de là. C'est une cabossée, c'est une rebelle et elle en veut et elle ne lâche rien, mais ça non plus, parce qu'elle est toujours à la recherche d'un certain amour qu'elle ne va pas trouver. Ça s'appelle Mila Hunt. Vous restez avec nous, on reparlera un petit peu du roman en fin d'émission, Mila Hunt. Et sachez que Thierry Serfati, vous allez le rencontrer demain, retour aux sources pour l'enfant du pays. Ça se passera à la librairie Kléber à 15h, allez-y. Ça sera également une séance de dédicace. On marque une toute petite pause à suivre. C'est Célia à voir sur notre antenne et à faire dehors. Retour sur le plateau de 24 heures en Alsace avec Célia à voir, à faire. Et on va commencer par un programme à ne pas manquer ce week-end sur Alsace 20, un programme qui va encore vous mettre l'eau à la bouche. C'est un film de Clara Hoth, réalisatrice de talent, qui est allée à la rencontre de chefs internationaux talentueux qui font revivre l'esprit de la cuisine française avec une nouvelle vigueur, habités par leur passion et leur ambition. Alors après 5 ans à se former dans des restaurants réputés au Japon, Kazuyuki Tanaka rejoint la France où il fait ses classes durant 8 ans auprès de grands chefs doublement et même triplement étoilés à Reims et aux alentours. Lutz Janisch, quant à lui originaire de l'ex-Allemagne de l'Est, a fait son apprentissage dans de grandes maisons du Bas-Rhin. Nous vous invitons à plonger dans leurs univers et surtout à découvrir nos produits de région grâce à cet épisode-là. C'est à découvrir samedi à 21h et également dimanche à 10h et 17h. On regarde un extrait. La première fois qu'on s'est rencontrés au marché, je lui ai dit que je voulais utiliser ces légumes pour ma cuisine. Stan et moi, on a presque le même âge. Ce qui est important, c'est la passion des bons produits. Quand il ne me fournit pas exactement les légumes que je veux, ce n'est pas grave, car peu à peu, on apprend à se comprendre. C'est important d'essayer de créer un certain type de relation avec les producteurs pour progresser ensemble. Voilà, ce monsieur travaille maintenant en Alsace. Et si on préfère sortir Oui, on sort un petit peu. C'est bientôt le printemps, on sort un petit peu et je vous emmène direction le Haut-Rhin et cette salle que j'affectionne particulièrement, l'Eden, l'espace Dophus-Noack. À Sosheim, exactement. C'est le comédien et humoriste Artus que vous avez découvert dans On ne demande qu'à en rire sur France 2 et également dernièrement dans Danse avec les stars qui nous présente son nouveau spectacle Duel à David et Jonatown. Alors c'est un western complètement barré à l'humour déjanté et piquant avec 5 comédiens, Artus, Greg Romano, Sébastien Chartier, Julien Schmitt et Céline Groussard. Artus, c'est le cow-boy malicieux qui provoque un duel avec ses adversaires pour un western explosif, loufoque et surtout drôlissime. Alors c'est entre complot, ruse, farce, espièglerie, tous les coups sont permis. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, pour savoir qui deviendra le nouveau shérif de David et Jonatown. Alors, il y a eu un triomphe à Paris sur ce spectacle-là et maintenant Artus nous ouvre les portes de ce saloon burlesque en Alsace. C'est à découvrir donc à l'espace Dophus-Noack de Sosheim le dimanche 10 mars. Ce sera à 18h. Récupérez vos places sur le www.eden-sosheim.com. Il n'y a pas d'extrait.
Et il y a un petit extrait, vous voulez découvrir? Bah oui. Ah bah on oui. découvre, on découvre. Dans la petite ville de David et Jonatown, on cherche un nouveau shérif. Mais qui fera l'affaire? Le bon? La pute? Le truand? L'homme de main? Ou l'autre homme de main? Il y a aussi le barman, le chef indien, le méchant, le mec du Ku Klux Klan, le mexicain et même le croque-mort. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule place. Un western vraiment à l'ouest. Avec des bagarres, des flingues et même de l'amour. Salut la compagnie! Duel à David et Jonatown. Voilà, Artus qui est également dans le Bureau des légendes. Excellente série. Une autre sortie? Oui, toute autre chose. Maintenant, petit rappel ou petite info, je ne sais pas si vous le savez. Très court. Vous à la maison, mais le premier dimanche du mois, l'entrée est totalement gratuite dans tous les musées de Strasbourg. C'est l'occasion de découvrir et de sortir, découvrir tous ces musées. Alors, il y a des activités gratuites également. 3 activités à l'honneur ce week-end. Une au musée Tommy Ungerer, qu'on adore, et 2 au musée archéologique. Alors, c'est à découvrir si vous voulez plus d'infos sur le site www.musée.strasbourg.eu. Mila Hunt, on va terminer avant de retrouver la suite de nos programmes avec Thierry Serfati, Ellie Anderson, auteur. Vous avez le temps d'écrire quand? Parce que 20 ouvrages, et pour adultes, et maintenant littérature plus jeune, vous écrivez quand en fait? Je crois qu'il va falloir que je songe à dormir. Parce que ça, c'est un pavé, je l'ai lu. Ouais. Voilà, il y a 600 pages. Vous avez mis combien de temps à écrire un roman comme ça? C'est particulier, je l'ai laissé un temps pour laisser mûrir, je voulais voir comment ça allait évoluer. J'avais cette question de réfléchir sur le pouvoir aussi, le pouvoir donné aux adolescents, savoir ce qu'ils pourraient en faire. Donc j'avais vraiment besoin de laisser mûrir. Mais sinon, je mets 1 an et demi pour écrire un roman. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Et le médecin, vos patients, vous avez eu un cabinet à Elkirch pendant des années, ça vous manque pas? Oui. Ça, c'est eux pas mal. me manquent. Eux vous manquent. Eux me manquent, le cabinet moins, mais parce qu'il faut savoir aussi, voilà, c'est ça, grandir, c'est faire des choix. Un choix, c'est renoncer à quelque chose. Mais c'est ça qui est génial avec l'Alsace par rapport au reste. Et je le dis pas vraiment, ou alors je suis très chauvin, ouais, j'assume. Mais je trouve qu'il y a des choses qui restent, c'est solide. Ça met du temps, mais quand vous y êtes, ça reste, mais vraiment pour la vie. Et demain, à Kléber, je vais en voir, je sais, ils m'ont déjà envoyé des messages. Et ben voilà, Librairie Kléber, vous avez bien noté, hein, c'est à 15h que vous verrez Thierry Serfati. Demain, ça a été un plaisir Thierry, bonne route. Vraiment. Bonne route à vous. Je vous propose un petit air de vacances maintenant, on va au Portugal, dans le Douro, ça sera suivi d'une semaine dans le Grand Est. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi. Bonsoir, ce soir je vous emmène avec moi du côté du Portugal et plus précisément sur le Douro, celui qu'on nomme le fleuve d'or du Portugal. C'est avec Croisier Europe que je vous emmène tout au long d'une croisière spectaculaire au cœur du Portugal et de la vallée du Douro. Vous pourrez découvrir les lieux inouïs et la beauté peu conventionnelle. Savez-vous qu'elle recèle de délicieux trésors et vous mènera sur la route des vins de Porto? Vous pourrez admirer cet incroyable vignoble qui s'étend sur une centaine de kilomètres le long du Douro jusqu'à la frontière espagnole et qui a la particularité d'être planté en escalier. Vous visiterez également des villes emblématiques telles que Porto, Braga et Guimarães. Alors Porto, dont vous ferez la découverte, celle qu'on appelle la perle du Portugal, est une ville côtière située au nord-ouest du Portugal. Porto, c'est tout d'abord l'une des plus anciennes villes d'Europe, dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous découvrirez Porto au gré de la ligne de tramway qui vous conduira à un super endroit, le musée du tramway de Porto, pour un voyage dans le temps. Porto est aussi réputé pour ses ponts imposants et sa production de Porto. Vous pourrez d'ailleurs vous promener dans le quartier médiéval de la Ribeira, à travers d'étroites rues pavées qui sont bordées de maisons de marchands et de cafés. Une autre belle découverte vous attendra à la Casa de Mateus à Vila-Real. Ce magnifique palais de Mateus qui a été édifié durant la première moitié du XVIIIe siècle sur les plans de Nicolao Nasoni est entouré de beaux jardins insérés dans une vaste propriété. Il est considéré comme l'une des plus grandes puissances de l'architecture civile du baroque au Portugal. De sa décoration intérieure ressortent les plafonds en bois travaillé, le mobilier de différentes époques, les peintures du XVIIe et XVIIIe siècle, des objets en argent, de la céramique et une très belle bibliothèque. Savez-vous que le palais de Mateus est la propriété de la fondation de la Maison de Mateus, qui a développé une intense activité culturelle, notamment dans les domaines de la musique, de la littérature et des arts plastiques, organisant aussi des festivals, des cours, des séminaires et des expositions.
Mon petit plus, impossible de visiter la ville sans faire un tour du côté des caves de Porto, de l'autre côté du Douro, dans les quartiers de Villanova de Gaia. Alors pour y accéder, le plus simple, c'est de traverser à pied le pont des Luis à partir de la Ribeira. Vous découvrirez les bateaux qui acheminent le Porto des vignes en amont du Douro. Mais ne vous méprenez pas, les bateaux amarrés ne sont plus là que pour poser devant les objectifs des photographes ou des promeneurs, car le vin est désormais acheminé par la route. Il y a beaucoup de caves sur les quais et toutes proposent à peu près le même parcours. Visite guidée, souvent dans la langue de votre choix, coup d'œil aux immenses tonneaux qui renferment le vin de Porto avec détail des différents vins fabriqués. On apprend notamment qu'il existe du Porto blanc sec et des dégustations. Évidemment, les dégustations, parlons-en. C'est l'étape attendue par tous les visiteurs. Rouge, blanc, sec, doux, jeune, 20 ans d'âge, on peut tout goûter. De Villanova de Gaia, vous rejoindrez l'une des fameuses caves à vin de la ville. L'une des gloires de Porto est d'avoir donné son nom à ce fameux vin qui l'ont fait connaître à travers le monde. Retour à bord en autocar. La bonne astuce, comment vous rendre à Porto depuis l'Alsace? C'est très simple, vous prendrez un vol direct avec EasyJet au départ de Bâle-Mulhouse vers Porto ou encore un vol Ryanair au départ de Karlsruhe Baden-Baden. Pensez à réserver tôt pour bénéficier des meilleurs tarifs. J'espère que cette belle escapade à seulement 2 heures de l'Alsace vous aura donné envie de partir à la découverte de la belle vallée du Douro. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. L'Escale campagnarde à Jessé aux portes d'Épinal s'apprête à fêter ses 5 ans. Ce magasin de vente directe du producteur au consommateur est un exemple du succès des circuits courts. Un succès qui voit aujourd'hui une extension des locaux. Les travaux débutés en novembre s'achèvent et la superficie a doublé. Ça marche bien, il y a des demandes, beaucoup de producteurs locaux vosgiens qui souhaitent venir mettre leurs produits et on manquait de place et on a décidé de rallonger le magasin de 200 mètres carrés. L'espace est encore vide, mais d'ici le mois de mai, les clients y trouveront 4 vitrines en libre service pour la viande, la charcuterie et nouveautés des plats cuisinés. De la place en plus aussi pour marquer la différence entre les produits bio et ceux de l'agriculture raisonnée. C'est le souhait des associés gérants de l'Escale campagnarde qui recruteront également 10 autres producteurs vosgiens et régionaux. De quoi accroître l'offre avec parfois des produits inédits. C'est vrai que ça va aller du lait d'ânesse, enfin des cosmétiques au lait d'ânesse, toujours fabriqués dans les Vosges, à des produits transformés pour les cotères par exemple, qui se lancent à Certigny et qui vont faire du prêt à consommer, du légume prêt. De 70 clients par jour en moyenne à ses débuts, l'Escale campagnarde est passée à une centaine, des locavores heureux. Oui, ça fait déjà longtemps que je viens, régulièrement, parce que déjà ce sont des producteurs locaux. Et puis ensuite, c'est de la bonne qualité, les prix sont très raisonnables. Parce que ce sont de beaux produits, et puis on connaît quelques producteurs. C'est pas la peine de demander des tomates au mois de janvier, il n'y en aura pas ici. Voilà, donc je trouve que ça me correspond bien. Le magasin emploie 4 salariés et 200 000 € ont été investis pour l'extension avec l'aide du département, de la région et d'un crédit participatif. Ici, l'horizon des circuits courts s'agrandit. « 68 nouveaux chefs étoilés en 2019, mais aucune tableauboise dans la liste. En 2012, Christian Chavanon laissait son étoile pour se consacrer à une activité de traiteur-restaurant à Pont-Sainte-Marie. En 2007, lorsqu'il l'a obtenue, c'était une consécration. Ça a été un grand moment quand même. Je me suis assis, puis j'ai pleuré, c'est vrai. Désormais, cette reconnaissance n'est plus son ambition. Les étoiles ne nous intéressent plus vraiment. On est parti sur du traiteur et puis un restaurant beaucoup plus tranquille, moins d'exigences. Maintenant, ce que font les autres, ils n'ont peut-être pas la qualification pour avoir les étoiles. Après, il faut s'investir beaucoup. On fait des menus simples, des menus uniques, donc on ne s'embête plus à avoir de cartes, on travaille que des produits frais. Mais on ne travaille plus beaucoup le foie gras, on ne travaille plus beaucoup le homard, on ne travaille plus beaucoup les produits que les gens recherchent quand on est dans des étoiles Michelin. Cette année, le lieu a tout de même fait son entrée dans les assiettes du guide Michelin.
Daniel Félizeau, lui, était décoré du Bib Gourmand lorsqu'il était chef de la TOC Bar Albine à Bar-sur-Aube. Il est aujourd'hui installé à Troyes depuis 10 mois, ce qui prime pour lui la défense d'un patrimoine culinaire. On a des super produits de terroir, il faut les mettre en avant. Les incontournables, comme j'ai toujours fait, c'est les pigeons au donjon. Je vais faire le riz de veau braisé avec le côté champagne. Je vais mettre en avant les escargots. Je vais mettre en avant tout ce qu'on peut avoir. L'andouillette, mais la travailler de différentes façons. Quand on a des producteurs locaux et qui se donnent autant, faut les avoir dans l'assiette. Alors pourquoi toujours pas d'étoiles auboises ? C'est le contexte qui a un rôle à jouer d'après Christian Chavanon, car à en croire les deux chefs, la clientèle est présente avec ou sans distinction. On aura une étoile, je crois que les clients nous suivraient, parce qu'il y a une clientèle. À Troyes, il n'y en a pas beaucoup, donc il y a une clientèle à ça. Mais il faudrait être placé dans Troyes, des hôtels à côté, il faudrait quand même beaucoup plus de choses pour que ça marche. Et pour Daniel Félizeau, les étoiles Michelin existent surtout pour mettre en lumière la profession. Le chef répond avant tout à 3 objectifs bien précis. C'est satisfaire le client d'abord, la qualité des produits, l'assiette. Notre département serait pourvu d'une étoile, ça amènerait encore un petit plus au niveau du département, ça c'est clair. Ce qui compte c'est l'assiette. Après les guides, tout ça c'est un plus, c'est une valorisation de notre profession. Pour déguster des plats étoilés au Michelin, comptez près d'1 heure de route. Parmi les restaurants les plus proches, la Madeleine à Sens ou encore l'Hostellerie La Montagne à Colombey-les-Deux-Églises. Celui-là, on ne le voit pas souvent en jour, c'est nocturne comme animal. C'est un ours? Non, c'est pas un ours. Alors il a 5 doigts, et donc c'est le blaireau. Voilà. Ses griffes, elles leur servent à ça, justement, à bien creuser. Sillonner les montagnes vosgiennes, c'est devenu le quotidien d'Agathe et Léo cet hiver. Équipés de leur matériel pédagogique, ces 2 médiateurs, missionnés par le parc naturel régional du Ballon des Vosges, partent à la rencontre des randonneurs. L'occasion de rappeler quelques points de bonne conduite aux amoureux de sport de pleine nature. Objectif, qu'ils dérangent le moins possible la faune sauvage. Le parc a délimité plusieurs zones de quiétude sur le territoire où les espèces sont sensibles et à protéger. Et donc c'est au sein de ces zones ou en périphérie qu'on demande aux usagers de respecter certains bons réflexes pour limiter justement le dérangement de la faune sauvage. Donc nous principalement on interpelle les randonneurs. C'est notre rôle d'expliquer pourquoi on demande aux gens de rester sur les sentiers, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur la faune pour que finalement les gens le respectent en ayant conscience de ce que ça implique pour le maintien des populations sauvages. Ce programme de protection de la nature a été mis en place en 2018 par le parc du Ballon des Vosges. C'est donc leur premier hiver de médiation. Présents jusqu'au mois d'avril, ils apportent informations et conseils sur 12 sites sensibles des Hauts-de-Vosges. On sensibilise sur 5 réflexes à avoir quand on se balade. Le premier, c'est donc de prévoir leur sortie, donc bien s'équiper, les cartes, regarder la météo et donc aussi les zones de quiétude. Ensuite, le deuxième, c'est donc d'éviter de sortir des sentiers, justement pour éviter de perturber la faune sauvage. Ensuite, éviter de faire trop de bruit, donc parler c'est normal, échanger c'est normal, mais éviter de crier ou mettre de la musique. On va demander aussi aux gens qui ont des chiens de tenir leur chien en laisse. Le dernier, c'est la période en fait. On demande aux gens de sortir pendant une certaine période dans la journée. Donc c'est de 9h, 10h à 16h, 17h. Donc c'est entre ces deux-là, pour justement éviter de perturber la faune qui elle sort plutôt tôt le matin et tard le soir. Les médiateurs interviennent principalement lors des week-ends et des congés scolaires où l'affluence est la plus forte. Même s'ils sont interpellés, les randonneurs semblent sensibles à la protection de l'environnement. C'est vraiment rester sur les sentiers, éviter d'aller dans des zones un peu plus sauvages pour pas déranger certains animaux. On marche là où c'est accessible, on ne va pas s'accrocher aux arbres, on ne va pas arracher la branchage, des choses comme ça. Lorsqu'on s'assoit, on regarde ce qu'on a sous les fesses. Les médiateurs observent 2 faits récurrents non respectés. Les randonneurs quittent encore trop souvent les sentiers balisés et ne tiennent pas régulièrement leurs chiens en laisse. Un 3e axe est observé surtout en été, avec les déchets jetés en pleine nature. Posé sur la plaque d'acier, le rocher irrégulier répond à ce matériau lisse façonné par la main de l'homme. Une relation physique qui évoque de nombreux contrastes en termes de couleur, de forme, d'origine et de nature. Une confrontation entre l'homme et la nature, tous 2 créateurs d'objets résistants. Cette collection créée par l'artiste Lee Ufan
met en exergue un pont entre la réflexion philosophique et les arts visuels. Liu Fan va développer un langage dans la sculpture assez particulier où il va choisir des pierres, des grosses pierres qu'on trouve à la montagne par exemple, mais quand elles sont à la montagne, on ne les regarde pas vraiment. Il les choisit, il décide de les déplacer au musée. Déjà, dans ce geste, il y a quelque chose de très particulier parce que cette pierre qu'on ne regardait pas, tout d'un coup, elle va devenir le centre de notre attention. La nouvelle exposition du Centre Pompidou-Metz résonne comme une invitation au dialogue du minimalisme. À l'image de ces œuvres monumentales qui, face à face, permettent au vide de s'exprimer grâce à ces touches de peinture frottées avec délicatesse et fermeté contre la toile. Cette exposition nous présente un artiste très singulier qui va proposer très tôt, dans les années 60, une autre définition de l'art. Il va se dire, l'art, c'en est fini du peintre qui veut montrer sa vision personnelle, ses sentiments, son ego finalement. Il veut essayer d'aller vers un art beaucoup plus universel et pour cela, il doit réduire son geste au minimum, il doit se mettre en retrait. Lui, il fait que la moitié de la création, il aime dire qu'il fait que la moitié de la création. Le reste de l'œuvre d'art sera terminé au musée ou dans l'espace où on va rencontrer l'œuvre d'art, c'est-à-dire c'est le spectateur qui termine l'œuvre d'art. Monochrome pour le dialogue, mais coloré pour la correspondance, ces collections donnent vie à l'espace et au vide. Cette exposition intitulée « Habiter le temps » ouvrira ses portes du 27 février au 30 septembre 2019 au Centre Pompidou de Metz. L'occasion de découvrir une autre définition de l'art, tout en s'ouvrant à la réflexion sur ce qui est et ce qui n'est pas. Dans un trou vivait un hobbit, préambule de l'univers fantastique et de ces semi-hommes sortis de l'imaginaire de l'écrivain britannique J.R.R. Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Ce monde fantastique, Vincent en a fait une réalité en érigeant sa propre maison de hobbit, nichée dans les hauteurs de la Croix-aux-Mines, un rêve de gosse. J'étais aux Beaux-Arts après les Arts Déco, j'ai fait quelques croquis, j'avais 16-17 ans, donc ça date déjà maintenant. Et puis les croquis sont restés dans mes cartons à dessin et il y a une dizaine d'années, j'ai ressorti ça. J'avais envie de réaliser quelque chose, de mettre un tableau vivant en place quoi, finalement. Et donc j'ai commencé à créer ça, et puis de fil en aiguille, par centaines d'heures, milliers d'heures, ben voilà, on y est quoi. 3 ans de travaux ont été nécessaires pour achever cette maison troglodyte encastrée dans la vallée. Mais pour cela encore fallait-il donner vie dans les moindres détails aux lignes de Tolkien, sans pour autant négliger les besoins d'un véritable habitat. Effectivement, il y a deux choses à dissocier. Il y a le côté fantasmagorique issu des romans, où là, c'est l'imagination qui compte. Mais en amont de tout ça, il y a un gros travail d'études. Donc c'est un cabinet d'études qui avait fait les calculs pour les résistances à la poussée de la terre, puisqu'il faut quand même pas prendre le plafond sur la tête. Et puis pour l'étanchéité, c'est un ingénieur qui a travaillé dessus. Et après, j'ai une très bonne entreprise de maçonnerie qui m'a fait tout le gros œuvre. Ce qui ne devait être qu'un simple passe-temps pour Vincent s'est finalement transformé en véritable métier. Voilà maintenant 2 semaines que le gîte de France insolite Domaine de Cul-de-Sac est ouvert pour le plus grand plaisir de ses fans du Seigneur des Anneaux. J'avais besoin de décrocher, j'avais besoin de quelque chose de différent. Donc j'ai regardé sur Internet et je suis déjà tombée amoureuse. La chambre à coucher, elle est magique. Voilà, c'est un endroit magique. Et là, on est déjà très satisfait, quoi. Et on se sent hobbit, quoi. Voilà. On se sent hobbit, un peu voilà. Pour des hobbits, mais bon. Un peu, ouais. Enfin, moi, pas trop. Oui, même toi. Inconditionnel de la terre du milieu ou simple vacancier en quête de quiétude, comptez pour une nuit 220 € en semaine et jusqu'à 390 € pour les week-ends.